Nikola Tesla. Peut-être que ce nom vous dit quelque chose. Peut-être l'avez-vous déjà vu inscrit à l'arrière d'une voiture. Peut-être avez-vous croisé sur Internet des gens affirmant qu'ils possédaient littéralement le pouvoir de créer de l'électricité partout dans le monde, une sorte d'énergie décentralisée puisée directement dans les nuages. Cet homme pouvait visualiser des inventions entières dans son esprit avec une précision parfaite. Son cerveau fonctionnait presque comme un ordinateur de modélisation. Il pouvait retenir des images, des sons et même des pages entières de livres après les avoir simplement parcourus du regard. Son plus grand rival s'appelait Thomas Edison. Deux inventeurs brillants, deux visions totalement opposées de l'énergie électrique et des millions de dollars en jeu. Ce fut l'une des rivalités commerciales les plus folles de toute l'histoire américaine. Tesla était persuadé que les nombres 3, 6 et 9 renfermaient les secrets de l'univers. Il s'est mis à parler de communication avec d'autres planètes, de forces que la plupart des scientifiques de son époque ne croyaient même pas réelles. Il savait aussi que des gens en voulaient à ses idées. Il avait passé sa vie à voir d'autres s'approprier son travail. On raconte même que c'est l'oncle de Donald Trump qui a fouillé dans les archives de Tesla après sa mort. Mais pour comprendre tout cela, il faut remonter au tout début de son histoire. Nous sommes le 19 juillet 1856. Un orage d'une violence rare éclate dans le ciel, et dans une petite maison, une femme est en train d'accoucher. La sage-femme, en voyant le nouveau-né, déclare qu'il s'agit d'un enfant des ténèbres, ce qui, avouons-le, est une chose assez étrange à dire à une mère qui vient tout juste de mettre son bébé au monde. Mais la mère de l'enfant, Juka, regarde son fils et répond quelque chose qui allait s'avérer étrangement prophétique. Non, ce n'est pas un enfant des ténèbres, il sera un enfant de lumière. Ce bébé, c'était celui qui deviendrait Nikola Tesla. Et au fond, les deux femmes avaient raison, chacune à sa manière. Le père de Tesla, Milutin, était prêtre orthodoxe serbe, et il espérait que son fils suivrait la tradition familiale en rejoignant soit l'église, soit l'armée. Mais sa mère, Juka, était une femme d'une toute autre trempe. Elle n'avait reçu aucune éducation formelle. Elle ne savait ni lire ni écrire. Pourtant, elle avait un don extraordinaire pour l'invention. On pourrait presque dire qu'elle était, à sa façon, la véritable mère de l'invention. Pendant son temps libre, elle fabriquait toutes sortes de petits outils et gadgets domestiques destinés à faciliter la vie quotidienne. Certains ont même suggéré qu'elle possédait une compréhension presque instinctive du fonctionnement des choses, sans jamais avoir suivi la moindre formation. Tesla lui-même affirmera plus tard qu'elle était la véritable source de son talent d'inventeur. La famille Tesla n'était absolument pas riche. Le salaire de Milutin en tant que prêtre de village suffisait à peine à nourrir tout le monde. Et Nikola n'était pas fils unique. Il avait 4 frères et sœurs, ce qui faisait 5 enfants en tout, lui étant le 4e. Il avait 3 sœurs et un frère aîné du nom de Dane. Ce frère, Dane, était apparemment un enfant prodige. À seulement 12 ans, ce garçon faisait déjà preuve d'une intelligence bien au-delà de son âge. Il était la fierté de la famille, l'enfant parfait aux yeux de tous, celui dont on était certain qu'il ferait de grandes choses. Ses parents étaient persuadés que Dane serait celui qui réussirait. Mais le destin allait frapper de la façon la plus cruelle et la plus imprévisible qui soit. Alors que Nikola n'avait que 5 ans, Dane trouve la mort dans un accident d'équitation. En un instant, ce frère brillant, ce héros aux yeux du petit Nikola, cette fierté familiale, disparaît à jamais. Toute la famille est évidemment dévastée, mais c'est Nikola qui encaisse le coup le plus durement. Il commence à traverser ce qu'on pourrait presque qualifier d'effondrement psychologique. Il se met à voir des visions extrêmement vives et réalistes, des images qui semblaient irréelles, presque impossibles à croire. Et c'est là que les choses deviennent vraiment fascinantes. Plutôt que de rester purement traumatisantes, ces visions semblent avoir débloqué quelque chose de profond dans le cerveau de Tesla. Il racontera plus tard qu'il pouvait visualiser des inventions entières dans son esprit, avec une clarté absolue. Il ne s'agissait pas de simples croquis ou d'idées vagues, c'était une machine complète et détaillée, qu'il pouvait faire pivoter mentalement, analyser sous tous les angles, et même tester avant même d'avoir posé le crayon sur le papier. Son cerveau fonctionnait comme une sorte de simulateur mental.
Il pouvait ainsi construire des mécanismes entiers dans sa tête, les faire fonctionner pendant des semaines, uniquement dans son imagination, puis les démonter mentalement pour identifier quelles pièces s'useraient avec le temps. Son esprit ressemblait presque à une intelligence artificielle avant l'heure. Et de l'avis de tous, son cerveau fonctionnait tout simplement différemment de celui des autres. Aujourd'hui, on dirait probablement qu'il souffrait de troubles obsessionnels compulsifs, mais à l'époque, on le considérait simplement comme quelqu'un d'extrêmement méticuleux. Il était obsédé par la propreté, presque phobique des microbes. Il refusait de serrer la main de qui que ce soit et ne supportait pas d'être touché, particulièrement si des cheveux entraient en contact avec sa peau, ce qui pouvait littéralement le faire paniquer. Les objets ronds et lisses, comme les perles, lui donnaient la nausée. Plus tard dans sa vie, il en viendra même à calculer précisément le volume de sa nourriture avant chaque repas, faisant des calculs mathématiques avant même de dîner, évaluant le nombre exact de grammes et de milligrammes de chaque aliment qu'il consommait. Et puis il y avait son obsession pour les nombres, particulièrement ceux divisibles par 3. Tesla était intimement convaincu que les chiffres 3, 6 et 9 détenaient les clés de la compréhension de l'univers. Il faisait systématiquement 3 fois le tour d'un bâtiment avant d'y entrer. À table, il avait besoin d'exactement 18 serviettes, soit 6 fois 3. Il refusait catégoriquement de dormir dans une chambre d'hôtel dont le numéro n'était pas divisible par 3. Pour la plupart des gens, cela ressemblait à un trouble mental. Mais pour Tesla, tout cela avait une signification bien plus profonde. Ces nombres faisaient partie, selon lui, d'un code caché avec lequel il devait rester en parfaite synchronisation. Et malgré toutes ces excentricités, ou peut-être justement à cause d'elles, Tesla était une véritable machine sur le plan académique. Il possédait une mémoire photographique impressionnante. Il pouvait se souvenir d'images, de sons, et même de pages entières de livres après les avoir simplement parcourus rapidement du regard. Il parlait 8 langues, le serbe, le tchèque, l'anglais, le français, l'allemand, le hongrois, l'italien et même le latin. Ses professeurs étaient stupéfaits par ses capacités. Ses camarades de classe, eux, le considéraient probablement comme un petit élève trop parfait, un peu à part. Mais ses parents commençaient à réaliser que cet enfant étrange et particulier était peut-être en réalité un génie caché. À l'école, Tesla résolvait des problèmes de calcul mental si rapidement que ses professeurs le soupçonnaient de tricher. Il ne parvenait pas à croire qu'on puisse résoudre des problèmes mathématiques complexes sans rien écrire sur le papier. Mais en réalité, Tesla se contentait de se plonger totalement dans sa réflexion, presque comme s'il se déconnectait du monde extérieur pendant quelques instants, pour laisser son esprit exceptionnel accomplir ce que personne d'autre autour de lui ne semblait capable de faire. Il avait ce regard distant qui s'installait dans ses yeux, puis il répondait calmement à la question. Et ses habitudes de sommeil et d'alimentation étaient tout aussi étranges que n'importe quel autre aspect de la personnalité de Tesla. Il s'était entraîné à ne dormir que 2 heures par nuit, affirmant que c'était tout ce dont il avait besoin. Il faisait de petites siestes ici et là, mais la plupart du temps, il restait éveillé en permanence. Il marchait également entre 8 et 10 miles par jour, peu importe le temps qu'il faisait, parce qu'il croyait que cela stimulait sa créativité. Quand Tesla avait 14 ans, il s'est inscrit au lycée supérieur réel de Karlovac, où il devait suivre un programme de 4 années. Il l'a terminé en 3 ans, non pas pour se vanter ou pour prouver qu'il était meilleur que les autres, mais simplement parce qu'il s'ennuyait sincèrement du rythme de l'enseignement classique. Puis arrive un moment qui change tout. En 1875, Tesla remporte une bourse pour intégrer l'école polytechnique autrichienne de Graz, l'une des écoles techniques les plus prestigieuses de toute l'Europe. C'était une affaire énorme pour un gamin serbe né dans un tout petit village de l'actuelle Croatie, quelque chose d'à peine imaginable. Ses parents étaient fiers, ses professeurs impressionnés, et Tesla lui-même était enthousiaste à l'idée de se retrouver enfin dans un endroit capable de vraiment le stimuler intellectuellement. Pendant sa 2e année à l'école polytechnique, Tesla assiste à une conférence du professeur Poschel sur l'ingénierie électrique. Le professeur y présentait une dynamo de type Gramme, une sorte de générateur primitif qui pouvait aussi fonctionner comme moteur. Mais il y avait un problème. Cet appareil utilisait des balais et des commutateurs
qui produisait des étincelles et gaspillait énormément d'énergie. Pendant que tout le monde regardait simplement la démonstration, Tesla, lui, réfléchissait déjà à comment éliminer ces étincelles et rendre le système plus efficace. Il a eu l'intuition qu'il serait peut-être possible de créer un moteur fonctionnant avec un courant alternatif plutôt qu'avec un courant continu, ce qui supprimerait complètement le besoin de ces balais. Cette idée s'est incrustée dans son esprit. Il est devenu obsédé par l'idée de faire fonctionner ce moteur à courant alternatif. Il marchait pendant des heures, retournant le concept dans tous les sens, essayant de visualiser comment ces courants électriques pourraient être amenés à tourner de façon fluide sans ces fameux balais. Et c'est à cause de cette nature obsessionnelle que les choses ont commencé à mal tourner pendant ses études. Il est devenu accro au jeu, au poker, au billard, à tout ce qui lui permettait de tester son intelligence, une sorte de manière de transformer sa compréhension des statistiques en compétition contre les autres. Et il était très doué, ce qui a évidemment aggravé le problème. Il gagnait juste assez pour rester accroché, puis perdait suffisamment pour se retrouver dans de vrais ennuis. L'argent de sa bourse a commencé à disparaître dans ses parties de cartes et ses différents paris. Quand son père a découvert cette histoire de jeu, il était furieux. Il faut comprendre que son père était littéralement prêtre orthodoxe, et il voyait son fils brillant, celui qui devait faire la fierté de la famille, tout gâché pour des parties de cartes. Tesla a essayé d'arrêter à plusieurs reprises, mais il replongeait toujours. Finalement, sa mère a réussi à réunir le peu d'argent qu'ils avaient et le lui a envoyé, espérant que cela l'aiderait à rembourser ses dettes et à remettre sa vie sur les rails. Et au lieu de rembourser ses dettes, qu'est-ce que fait Tesla ? Il retourne directement à la table de jeu, persuadé qu'il pourrait tout regagner. Il a tout perdu en une seule nuit, comme ça. Et quand la réalité l'a frappé, qu'il venait littéralement de jouer tout l'argent durement gagné par sa mère, quelque chose s'est brisé en lui. Il a arrêté de jouer sur le champ et n'y a plus jamais touché. Mais le mal était déjà fait. Il ne pouvait plus se permettre de rester à l'école et n'a jamais terminé son diplôme. Tesla a passé les années suivantes à errer à travers l'Europe centrale, prenant tous les emplois qu'il pouvait trouver. Il a travaillé comme dessinateur technique, il a enseigné les mathématiques et la physique dans son ancienne école, il essayait de comprendre ce qu'il allait faire de sa vie. Mais le problème du moteur à courant alternatif ne le quittait jamais l'esprit. Il marchait dans les rues de Budapest ou de Prague, parlant tout seul, dessinant des schémas dans la terre avec des bâtons, faisant tourner des expériences dans sa tête sans arrêt. Puis, en 1882, quelque chose d'incroyable se produit. Tesla se promène dans un parc de Budapest avec un ami, récitant tranquillement une phrase tirée du Faust de Goethe, quand soudain il se fige et a une vision complète du courant alternatif. Il écrit dans son autobiographie « La lueur s'éloigne, le labeur du jour est achevé. Si là-bas se hâtent de nouveaux champs d'existence à explorer. » Alors que je prononçais ces mots inspirants, l'idée m'est venue comme un éclair, et en un instant, la vérité s'est révélée. J'ai dessiné avec un bâton sur le sable le schéma qui serait montré 6 ans plus tard lors de mon discours devant l'Institut américain des ingénieurs électriciens. Les images que je voyais étaient d'une netteté et d'une clarté extraordinaires, avec la solidité du métal et de la pierre, à tel point que j'ai dit à mon compagnon « Tu vois mon moteur ici ? Regarde-moi l'inverser. » Je ne peux même pas commencer à décrire mes émotions. Pygmalion voyant sa statue prendre vie n'aurait pas pu être plus profondément ému. Tesla venait d'inventer le principe qui allait un jour alimenter le monde moderne. Bien sûr, avoir l'idée était une chose, la construire réellement en était une toute autre. Tesla était encore un étudiant en ingénierie fauché, sans emploi stable, avec des habitudes bizarres et un cerveau plein d'idées folles que la plupart des gens rejetaient d'emblée. Il avait besoin d'argent, d'outils, et peut-être surtout, il avait besoin d'un soutien. Il avait besoin de gens, ou même d'une seule personne qui croirait vraiment en lui. Et cette personne allait s'avérer être l'inventeur le plus célèbre d'Amérique, quelqu'un qui deviendrait à la fois le patron de Tesla et son plus grand rival. Mais avant que cela puisse arriver, Tesla devait trouver un moyen de traverser l'Atlantique presque sans argent et réussir d'une manière ou d'une autre à convaincre l'un des hommes les plus puissants du monde
de lui donner sa chance. Et cet homme, c'est Thomas Edison. En juin 1884, Nikola Tesla arrive aux États-Unis. Sur le chemin du bateau, il perd absolument tout. Son billet de train, ses bagages, ses effets personnels. Quand il débarque à New York, il ne lui reste que 400 en poche. Mais pour Tesla, l'Amérique, c'est la terre des opportunités. Il est temps de se lancer. Il avait travaillé pour la filiale européenne de l'entreprise d'Edison à Paris, et son patron là-bas lui avait donné une lettre d'introduction pour rencontrer le grand Thomas Edison en personne. Tesla se rend donc au siège d'Edison, situé au numéro 65 de la 5e avenue, et parvient d'une manière ou d'une autre à décrocher un rendez-vous avec l'inventeur le plus célèbre d'Amérique. Edison avait inventé l'ampoule électrique, le phonographe, et travaillait déjà sur les premières images animées. Si quelque chose était à la pointe de l'innovation à cette époque, il y avait de fortes chances que le nom d'Edison y soit déjà associé. Il était aussi incroyablement riche. Il dirigeait une opération massive avec des centaines d'employés et différentes installations à travers le monde, avec des investisseurs qui faisaient la queue pour financer sa prochaine idée. Alors, quand ce jeune Européen maigre et étrange se présente en prétendant pouvoir améliorer les systèmes électriques d'Edison, on pourrait penser qu'Edison l'aurait simplement renvoyé en riant. Mais voilà la chose à propos d'Edison. Il était obsédé par la recherche de personnes talentueuses. Il donnait sa chance à n'importe qui, pourvu que cette personne prouve qu'elle possédait de réelles capacités d'ingénieur. En plus, Tesla arrivait avec une excellente recommandation venue de Paris. Alors Edison donne à Tesla un emploi sur le champ. Mais mon Dieu, ces deux hommes ne pouvaient pas être plus différents l'un de l'autre. Edison, lui, fonctionnait de manière très concrète. Il testait, il cassait, il recommençait, toujours dans l'urgence, toujours dans l'action. Tesla, à l'inverse, avait un cerveau qui fonctionnait à l'envers de tout ça. Rappelons-le, cet homme était capable de construire des machines entières dans son esprit, de les faire tourner mentalement pendant des semaines avant même de toucher le moindre morceau de métal. Alors Tesla s'installait dans un coin, restait silencieux, le regard perdu dans le vide pendant un moment. Puis soudain, il annonçait qu'il avait résolu le problème sur lequel toute l'équipe planchait. Il décrivait alors exactement ce qu'il fallait construire, jusqu'au moindre détail, parce qu'il avait déjà testé la solution des milliers de fois dans sa tête. Edison, lui, pensait que tout cela relevait de la magie, ou d'une sorte de supercherie, ou alors que Tesla était simplement paresseux. Il n'avait absolument aucune idée de la façon dont fonctionnait l'esprit de cet homme. Comment faire confiance à quelqu'un qui prétend inventer des choses sans jamais construire le moindre prototype ? Ça n'avait aucun sens à ses yeux. Edison avait toujours été habitué à être le plus intelligent de la pièce. Et voilà que débarquait cet étranger qui semblait comprendre l'ingénierie électrique à un niveau totalement différent. Mais les méthodes de Tesla fonctionnaient, et bien. Edison se battait alors avec des problèmes d'inefficacité sur ses générateurs à courant continu. Il perdait énormément d'énergie et tombait constamment en panne. Tesla jeta un simple coup d'œil au système, disparut dans son atelier mental pendant quelques jours, puis revint avec une refonte complète qui réglait la plupart des problèmes. Edison était impressionné, mais aussi un peu inquiet. Ce nouveau venu apportait des améliorations que toute son équipe d'ingénieurs n'avait jamais réussi à trouver. Et c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante, et qu'elle révèle exactement le genre d'homme qu'était Edison. Il prend Tesla à part et lui fait une proposition. 50 000 $ s'il parvient à rendre le courant continu plus efficace. 50 000 $ en 1884, c'est une somme qui change une vie. Pour donner une idée, cela équivaudrait aujourd'hui à environ 1 500 000 $ actuels. Et Tesla, lui, comptait alors ses sous au centime près. Il s'était présenté un jour devant un miroir avec seulement 4 pièces de monnaie en poche. Alors oui, cette somme représentait littéralement un tournant dans sa vie. Tesla se jette donc corps et âme dans le projet, avec cette intensité obsessionnelle qui le caractérise. Il travaille 18 heures par jour pendant des mois, refondant entièrement le générateur d'Edison, des systèmes jusqu'aux machines, en passant par les matériaux,
Absolument tout, repris depuis zéro. Il améliore l'efficacité, réduit les problèmes mécaniques et crée en somme toute une nouvelle génération de machines à courant continu. C'était brillant, vraiment, un travail qui aurait normalement demandé des années à toute l'équipe d'Edison. Quand Tesla termine et présente ses améliorations, Edison est stupéfait, complètement bluffé. Les nouveaux systèmes fonctionnent exactement comme Tesla l'avait promis. Ils sont plus fiables, plus efficaces et règlent des problèmes qui rendaient Edison fou depuis des années. Alors Tesla entre dans le bureau d'Edison et lui réclame ses 50 000 $. Mais Edison le regarde et lui répond simplement « Tesla, tu ne comprends pas l'humour américain. » Laissez cette phrase faire son effet un instant. Imaginez ce que vous ressentiriez à sa place. Tesla venait de passer des mois à révolutionner tout le système électrique d'Edison, probablement le travail le plus important de toute sa carrière jusque-là. Et la réponse d'Edison fut, en gros, « Allez mon vieux, on plaisantait. Tu croyais vraiment que j'allais te payer 50 000 $? Non, mais merci pour les plans, on ne fera pas ça. » Tesla est furieux. Et honnêtement, on ne peut pas lui donner tort, n'importe qui serait hors de lui à sa place. Ce n'était pas tant une question d'argent qu'une question de respect. Tesla était pourtant un homme assez simple dans ses besoins, mais le fait qu'on lui promette quelque chose, qu'il accomplisse le travail, puis qu'on revienne sur sa parole, c'était insupportable. Edison lui avait tout simplement menti, s'était servi de son génie pour résoudre des problèmes d'ingénierie majeurs, puis avait tourné toute l'affaire en plaisanterie. Tesla démissionne sur le champ. Mais maintenant, il a un problème bien réel. Il se retrouve sans emploi, dans un pays étranger, sans argent, sans relations, et le marché du travail pour des ingénieurs électriciens brillants mais un peu étranges n'était pas franchement florissant en cette année 1884. Tesla passe alors l'année suivante à accepter n'importe quel travail pour survivre. Et à ce moment-là, cela signifiait littéralement creuser des tranchées et des fossés pour le service des travaux publics de New York. C'est proprement invraisemblable. L'un des plus grands esprits de l'histoire de l'humanité, celui qui venait de révolutionner l'ingénierie électrique, se retrouvait à passer ses journées une pelle à la main, à creuser des trous dans les rues pour 2 $ par jour. Il qualifiera plus tard cette période comme l'une des plus humiliantes de sa vie. Il avait des idées brillantes plein la tête, mais devait se contenter d'un travail de force pour survivre. Mais parfois, c'est justement au fond du gouffre qu'on trouve la bonne opportunité. Ainsi, vers 1886, Tesla rencontre Alfred Brown, qui était alors superintendant chez Western Union, et Charles Peck, un avocat en brevet réputé. Ces deux hommes avaient entendu des rumeurs sur le travail de Tesla auprès d'Edison et étaient curieux de découvrir ses idées pour améliorer les systèmes électriques. Tesla leur expose alors sa vision des moteurs à courant alternatif, cette même percée qu'il avait imaginée dans ce parc de Budapest, une idée dont il restait toujours obsédé. Brown et Peck furent assez intelligents pour reconnaître le génie quand ils le voyaient. Ils apportèrent donc à Tesla le soutien financier nécessaire pour fonder sa propre entreprise, la compagnie Tesla d'électricité et de fabrication. Enfin, Tesla disposait de son propre laboratoire, de son propre équipement et de la liberté totale de travailler sur son moteur à courant alternatif sans avoir quelqu'un constamment penché sur son épaule. Tesla se met alors à travailler avec une productivité absolument folle. En 1887 et 1888, il dépose plus de 30 brevets, non pas de simples améliorations mineures ou des ajustements de technologies existantes, mais bien des inventions fondamentalement nouvelles. Ces avancées représentaient des percées majeures dans le domaine du génie électrique, des innovations que personne n'avait jamais vues auparavant. Tesla développa des moteurs à courant alternatif polyphasés, de nouveaux types de générateurs, des systèmes d'éclairage améliorés et posa essentiellement les fondations de tout le réseau électrique moderne. Mais encore une fois, la pièce maîtresse de tout ce travail restait le moteur à induction à courant alternatif. C'était la machine que Tesla visualisait dans son esprit depuis des années. Son moteur utilisait des champs magnétiques tournants pour faire tourner le rotor, ce qui signifiait aucun balai, aucune étincelle et une efficacité largement supérieure à tout ce qu'Edison construisait. Le 16 mai 1888,
Tesla fut invité à présenter ses travaux devant l'Institut américain des ingénieurs électriciens à New York. Et c'était un événement colossal. Tous les grands ingénieurs électriciens et dirigeants de l'industrie allaient être présents. Tesla se leva devant une salle entière d'experts et annonça essentiellement qu'il avait résolu l'un des problèmes fondamentaux du génie électrique. Sa présentation s'intitulait « Un nouveau système de moteur et transformateur à courant alternatif ». Et cela bouleversa complètement tout le monde. Tesla ne se contenta pas de décrire son moteur, il le démontra. Il avait des prototypes fonctionnels, capables d'alimenter des machines avec une efficacité que personne n'avait jamais vue. La communauté des ingénieurs resta complètement stupéfaite. Voici cet inventeur inconnu, qui avait travaillé dans quelques entreprises différentes et qui venait essentiellement de redéfinir le fonctionnement de l'énergie électrique. Mais une personne dans l'assistance prêtait une attention toute particulière, et il s'agissait d'un homme du nom de George Westinghouse. Westinghouse était le plus grand concurrent d'Edison dans le domaine de l'électricité. Il travaillait déjà avec le courant alternatif pour les systèmes d'éclairage, mais il se heurtait aux mêmes problèmes de moteur qui avaient obsédé Tesla. Westinghouse savait que celui qui parviendrait à construire un moteur à courant alternatif fonctionnel contrôlerait l'avenir de l'énergie électrique. Après la présentation de Tesla, Westinghouse ne perdit pas de temps. Il marcha directement vers Tesla avec une offre qui allait changer la vie des deux hommes. Westinghouse voulait acheter le brevet de Tesla et l'embaucher comme consultant. Mais cette fois, ce ne serait pas comme la situation avec Edison. Westinghouse proposait de l'argent, beaucoup d'argent, du vrai. Il allait payer Tesla 60 000 $ d'avance pour son brevet, plus des honoraires de consultation annuels de 2 500 $, plus des redevances de 2,50 $ par cheval vapeur de moteur Tesla vendu par Westinghouse. En monnaie d'aujourd'hui, le seul paiement initial représenterait environ 2 millions de $. Tesla avait enfin trouvé quelqu'un qui comprenait le potentiel révolutionnaire de son système à courant alternatif. Westinghouse n'achetait pas simplement des brevets, il misait toute son entreprise sur la vision de Tesla concernant la manière dont l'énergie électrique devait fonctionner. Edison, de son côté, commençait probablement à réaliser qu'il avait commis une erreur monumentale. Ce jeune étranger étrange, qu'il avait floué de 50 000 $, venait de signer un accord avec son plus grand rival, un accord qui pourrait potentiellement détruire tout l'empire électrique d'Edison. La guerre des courants était sur le point de commencer, et elle allait être différente de tout ce que le monde des affaires avait connu jusque-là. Deux inventeurs brillants, deux approches complètement différentes de l'énergie électrique, et des millions de dollars en jeu. Edison avait la réputation et une base de consommateurs déjà établie. Mais Tesla et Westinghouse avaient quelque chose de plus puissant encore. Ils avaient tout simplement la meilleure technologie. Tesla passa du statut d'immigrant sans le sou à celui de multimillionnaire en l'espace de quelques années seulement. Mais voici ce qui est fascinant dans la personnalité de Tesla. L'argent ne l'intéressait pas vraiment. Ce qui l'enthousiasmait, c'était que quelqu'un comprenne enfin sa vision et soit prêt à tout miser dessus. Pendant ce temps, Edison était furieux. Il avait passé des années à qualifier le courant alternatif de dangereux et d'inutile. Et voilà que son plus grand rival venait d'embaucher celui qui l'avait réellement fait fonctionner. Soudain, ce n'était plus seulement un débat technologique, c'était devenu personnel. Si le courant alternatif s'avérait vraiment meilleur que le courant continu, tout l'empire électrique d'Edison était en danger. Alors Edison contre-attaqua, et il ne le fit pas de manière élégante, il joua sale. Ce qui suivit fut appelé la guerre des courants, et ce fut l'une des rivalités commerciales les plus folles de toute l'histoire américaine. Edison se lança à fond dans une campagne de dénigrement contre le courant alternatif. Il organisa des démonstrations publiques où il électrocutait des animaux, des chiens, des chats, même un éléphant, en utilisant le courant alternatif, simplement pour prouver à quel point c'était dangereux. Devant les foules, il disait « Voilà ce que Westinghouse veut installer chez vous ». C'était horrifiant, mais c'était aussi un marketing redoutablement efficace. Les gens commencèrent à associer le courant alternatif à la mort et au danger. Mais le coup le plus célèbre d'Edison fut son implication dans le développement de la chaise électrique.
L'État de New York cherchait une méthode d'exécution plus humaine que la pendaison. Edison y vit une opportunité. Il finança secrètement le développement d'une chaise électrique fonctionnant au courant alternatif, puis fit pression sur l'État pour qu'il l'adopte. Sa logique était tordue, mais plutôt habile. Si le courant alternatif servait à exécuter des criminels, les gens penseraient qu'il était trop dangereux pour un usage quotidien. Puis, en 1890, William Kemmler devint la première personne exécutée sur une chaise électrique. Et Edison s'assura que tout le monde sache que c'était le courant alternatif qui l'avait tué. Edison essaya même de faire adopter l'expression « se faire Westinghouse » pour désigner l'exécution par chaise électrique, comme si c'était une marque déposée de la mort. C'est complètement fou quand on y pense. Westinghouse était dégoûté par ces tactiques. Il engagea même les meilleurs avocats qu'il put trouver pour tenter d'empêcher l'exécution de Kemmler, non pas parce qu'il se souciait du sort de cet homme, mais parce qu'il savait qu'Edison allait s'en servir comme coup de publicité contre le courant alternatif. Mais voici la vérité sur une technologie supérieure. Au bout du compte, c'est elle qui l'emporte toujours. Aucune tactique de peur ne pouvait changer la science. Le courant continu ne pouvait pas parcourir plus de quelques kilomètres sans perdre trop d'énergie. Le courant alternatif, lui, pouvait parcourir des centaines de kilomètres avec à peine des pertes. Si l'on voulait alimenter tout un pays en électricité, le courant alternatif n'était pas seulement meilleur, c'était la seule option qui avait du sens. Pendant ce temps, Tesla prospérait. Il avait installé un laboratoire extraordinaire à Manhattan où il pouvait enfin donner vie à toutes ses idées folles. Il ne perdit pas de temps. Entre 1888 et 1891, il déposa plus de 45 brevets. C'est presque une invention majeure par mois. C'est à cette époque que Tesla inventa la bobine Tesla, peut-être sa création la plus célèbre après le moteur à courant alternatif. Elle pouvait générer des centaines de milliers de volts et projeter des éclairs à travers la pièce. Et Tesla adorait la montrer en démonstration. Lors de ses présentations, il faisait même passer du courant électrique à travers son propre corps pour allumer des ampoules fluorescentes. Tesla devint presque une célébrité scientifique à cette époque, donnant des conférences devant des salles combles, venues assister à ces spectacles de magie électrique. Il illuminait des pièces entières d'ampoules fluorescentes sans fil, il faisait danser des arcs électriques dans l'air et expliquait comment il exploitait des forces que la plupart des gens ne pouvaient même pas imaginer. Et durant cette période, Tesla commença également à expérimenter avec les rayons X, et ce avant même que Wilhelm Röntgen ne les découvre officiellement. En 1895, Tesla réalisait ce qu'il appelait des images d'ombre, c'est-à-dire essentiellement des images radiographiques, et il essayait de comprendre comment ces rayons X fonctionnaient. Il prit même certaines des toutes premières photographies radiographiques d'os humains. On peut voir sur une image conservée aujourd'hui une véritable radiographie du pied de Tesla, et elle ressemble exactement à une image aux rayons X telle qu'on les connaît. L'invention la plus en avance sur son temps de Tesla durant cette période, c'est sans doute la communication sans fil. Dès 1893, Tesla faisait déjà des démonstrations de transmission radio, et en 1898, il présenta quelque chose qui allait complètement retourner les esprits, un bateau télécommandé. On est en 1898, rappelons-le. Tesla pouvait faire avancer ce bateau, le faire reculer, tourner à gauche, tourner à droite, et même faire clignoter ses lumières sur simple commande. Il faut se souvenir qu'en 1898, la plupart des gens n'avaient jamais vu un téléphone. Et voilà Tesla qui contrôle une machine à distance, depuis l'autre bout de la pièce. Certains spectateurs pensaient qu'il s'agissait de magie pure. D'autres imaginaient qu'il était en contact avec une force surnaturelle, obscure. D'autres encore étaient convaincus qu'une minuscule personne se cachait à l'intérieur du bateau, ou qu'il s'agissait d'une sorte de machine actionnée par un être humain dissimulé, un simple tour de passe-passe. L'idée qu'on puisse diriger une machine grâce à des signaux invisibles était si étrangère à l'époque que les gens ne parvenaient même pas à comprendre ce qu'ils observaient sous leurs yeux. Tesla essayait d'expliquer que ce n'était qu'un commencement, qu'un jour, on pourrait contrôler toutes sortes de machines sans fil, et peut-être même communiquer entre soi sur de très longues distances sans avoir besoin de câbles. Mais évidemment, la plupart des gens pensaient qu'il laissait son imagination l'emporter, qu'il allait beaucoup trop loin dans ses rêveries. Pendant ce temps, la fameuse guerre des courants approchait de son point culminant. La grande confrontation eut lieu en 1893.
lors de l'exposition universelle de Chicago, l'équivalent de la foire mondiale de l'époque. Ce devait être le plus grand projet électrique jamais tenté, et tout le monde savait que l'enjeu était colossal. Celui qui illuminerait cette exposition tiendrait probablement entre ses mains l'avenir énergétique du pays tout entier. Edison proposa une offre de 554 000 $ pour alimenter la foire avec son système à courant continu. Westinghouse, en s'appuyant sur la technologie à courant alternatif de Tesla, fit une offre plus basse, à 399 000 $, et remporta le contrat. Et c'est ainsi que le système à courant alternatif de Tesla vint illuminer le spectacle électrique le plus éblouissant que le monde ait jamais connu. L'exposition fut un triomphe absolu, un succès retentissant. Des centaines de milliers de visiteurs déambulèrent au milieu de ces bâtiments resplendissants, éclairés par le courant alternatif de Tesla. Ils profitèrent d'attractions alimentées à l'électricité et assistèrent à des démonstrations à couper le souffle, révélant tout ce que l'électricité pouvait accomplir. Pour la plupart d'entre eux, c'était la première fois qu'ils voyaient de la lumière électrique en action, et tout cela, ils le devaient au courant alternatif de Tesla. Mais la véritable victoire vint quelques années plus tard, avec le projet des chutes du Niagara. Ce fut le test ultime, utiliser la puissance brute des chutes pour produire de l'électricité destinée à des villes situées à des kilomètres de là. C'était une entreprise colossale, aux enjeux immenses, qui allait enfin trancher la question suivante. L'avenir de l'électricité appartient-il au courant alternatif ou au courant continu? Westinghouse et Tesla obtinrent le contrat. Et dès 1896, leur générateur à courant alternatif envoyait de l'énergie depuis les chutes du Niagara jusqu'à la ville de Buffalo, à 42 km de distance. Le courant continu, pour mémoire, n'aurait jamais pu accrocher un tel exploit. Mais le système de Tesla rendait cela presque simple. Ainsi, Edison avait perdu. La guerre des courants était terminée, et le courant alternatif l'avait emporté de manière décisive. Mais c'est à ce moment précis que se produisit un événement qui révèle exactement quel genre d'homme était Tesla, et pourquoi il ne devint jamais aussi riche qu'il aurait dû l'être. En 1896, Westinghouse traversait de graves difficultés financières. Il avait emprunté massivement pour financer sa bataille contre Edison, et désormais, ses créanciers réclamaient leur argent. Ses banquiers lui posèrent un ultimatum: annuler l'accord de redevance conclu avec Tesla, ou bien il ferait tomber son entreprise en faillite et en prendrait le contrôle. Westinghouse alla voir Tesla et lui exposa toute la situation. Il était visiblement déchiré. Cet homme avait cru en Tesla depuis le tout début, avait soutenu ses idées et les avait aidées à devenir réalité. Et voilà qu'il devait maintenant lui demander de renoncer à des millions de dollars de redevances pour sauver son entreprise de l'effondrement. Tesla écouta attentivement les explications de Westinghouse. Puis il fit quelque chose de profondément généreux. Il se dirigea vers son coffre-fort, en sortit le contrat de redevance, ce document même qui lui garantissait un avenir et une fortune, et il le déchira, là, devant Westinghouse. Et c'est ainsi que Tesla renonça à ce qui aurait pu devenir l'une des plus grandes fortunes de toute l'histoire américaine. Certaines estimations suggèrent qu'il abandonna l'équivalent de 300 millions de dollars actuels, peut-être même davantage. Mais Tesla ne se souciait pas de l'argent. Il était déjà suffisamment riche pour financer ses expériences, et il préférait de loin repousser les limites de la science plutôt que de compter ses dollars. Libéré de ce contrat de redevance, Tesla put alors se consacrer entièrement à ce qui l'intéressait vraiment, et ce qui l'intéressait devenait chaque jour plus étrange, plus ambitieux. Il commença à parler de communication avec d'autres planètes, d'exploitation de forces auxquelles la plupart des scientifiques ne croyaient même pas. Et, dans le même temps, il serait peut-être même tombé amoureux d'un pigeon. En 1899, Tesla avait pratiquement conquis l'électricité telle qu'on la connaît aujourd'hui. Il avait gagné la guerre des courants, révolutionné la transmission de l'énergie et était célébré à New York comme l'un des plus grands inventeurs de tous les temps. N'importe qui d'autre se serait contenté de profiter de sa renommée, de donner des conférences à travers le monde et de vivre sur son héritage. Mais Tesla n'était pas n'importe qui.
Le moteur à courant alternatif et les systèmes énergétiques modernes n'étaient pour lui qu'un simple commencement. Il avait une idée radicale. L'électricité pourrait être transmise sans fil. Pas seulement des signaux, comme dans ses travaux sur la radio ou son petit bateau télécommandé, mais une véritable puissance électrique, suffisante pour éclairer des villes entières et faire fonctionner des machines, envoyées à travers les airs sans aucun câble. Mais on ne peut pas tester de telles idées en plein cœur de Manhattan. Tesla avait besoin d'espace, d'altitude, et peut-être aussi d'un peu de recul par rapport au chaos de la ville. En mai 1899, il fit donc ses valises et partit vers l'ouest, direction Colorado Springs, une petite ville tranquille perchée à environ 1800 mètres d'altitude dans les montagnes rocheuses. C'était l'endroit idéal. L'air sec et raréfié facilitait grandement les expériences électriques. La ville était petite, isolée, loin des grandes infrastructures électriques, et les orages qui s'y produisaient comptaient parmi les plus violents de toute la planète. Tesla conclut un accord avec une compagnie d'électricité locale, obtenant de l'électricité gratuite en échange de l'amélioration de leur générateur. Il installa alors son atelier à la périphérie de la ville et y construisit une installation digne d'un film de science-fiction. Au centre se trouvait un immense bâtiment en bois, long d'environ 30 mètres, avec un toit rétractable. Mais ce qui dominait tout, c'était l'élément principal. Un mât en bois d'environ 60 mètres de hauteur, coiffé d'une sphère de cuivre d'1 mètre de diamètre. Les habitants de la ville avaient surnommé cet ensemble le château électrique de Tesla, et ils n'avaient pas tort. Lorsque Tesla mettait sa machine en marche, tout le bâtiment s'illuminait. Des éclairs jaillissaient de la tour, et on pouvait entendre le grondement de l'énergie crépitante à des kilomètres à la ronde. Au cœur de tout ce dispositif se trouvait un nouvel appareil, un transmetteur amplificateur, en quelque sorte une bobine de Tesla surpuissante. Cette machine pouvait générer des millions de volts, produisant plus d'énergie que la consommation de la plupart des villes de l'époque. Mais la véritable magie, celle que Tesla découvrit, c'est que lorsque sa machine fonctionnait, des ampoules s'allumaient toutes seules, sans être branchées à quoi que ce soit. Simplement en se trouvant à proximité du champ électrique, elles se mettaient à briller. Il pouvait marcher en tenant des tubes fluorescents dans ses mains, et ceux-ci s'illuminaient tout seuls. Puis il poussa l'expérience encore plus loin. Lors d'un test devenu célèbre, il réussit à allumer 200 ampoules à incandescence situées à environ 40 km de distance, sans aucun câble, uniquement grâce à l'électricité transmise à travers les airs. Il n'existe cependant aucun témoin officiel, ni aucun rapport confirmant cette expérience précise, seulement des notes rédigées par Tesla lui-même. Alors, reste à savoir s'il a véritablement mené à bien cette expérience, ou si... Personne ne sait exactement comment lui est venue cette idée, mais on raconte largement qu'il l'aurait réellement expérimentée. Tesla était convaincu d'avoir découvert une toute nouvelle façon de comprendre l'électricité. Il pensait que la Terre elle-même était un conducteur, un système naturel capable de faire circuler l'énergie électrique tout autour du globe. Et si on parvenait à s'y connecter de la bonne manière, on pourrait envoyer de l'énergie n'importe où. Il a écrit sur ce qu'il appelait des ondes stationnaires terrestres, des schémas naturels de résonance énergétique provenant des profondeurs de la planète. Tesla croyait qu'avec le bon dispositif, on pourrait envoyer de l'électricité depuis le Colorado jusqu'à New York, à Londres, en Chine ou n'importe où ailleurs. La Terre elle-même transporterait cette énergie. Mais son expérience avait un coût. Son émetteur était si puissant qu'il faisait constamment sauter le réseau électrique local. Une surtension a totalement coupé le courant de toute la ville, et Tesla s'est retrouvé responsable de la facture de réparation simplement pour pouvoir continuer ses travaux. Puis les choses ont pris une tournure encore plus étrange. Tesla a commencé à capter d'étranges signaux sur ses appareils, des impulsions rythmiques provenant des profondeurs de l'espace. Il était persuadé qu'il s'agissait peut-être de messages envoyés
par une forme de vie intelligente. Il a même évoqué la possibilité que cela vienne de Mars. Aujourd'hui, on sait que ces signaux étaient probablement des ondes radio naturelles venues de l'espace, comme des éruptions solaires ou des pulsars. Mais à l'époque, personne ne savait même que ce type de signaux existait. Pour Tesla, l'idée que des extraterrestres tentaient d'entrer en contact semblait plus logique que celle d'étoiles invisibles émettant des impulsions d'énergie radio à travers le cosmos, ou tout ce qu'on sait aujourd'hui sur le sujet. Il a donc déclaré aux journalistes qu'il avait peut-être établi un contact avec des êtres d'un autre monde. Il décrivait ces signaux comme trop organisés, trop intentionnels pour être de simples bruits aléatoires. Et il était sincèrement persuadé d'être sur le point d'établir une communication à double sens avec une autre planète. De retour à New York, la communauté scientifique a commencé à s'inquiéter. Les idées de Tesla ressemblaient de moins en moins à de la science et de plus en plus à de la science-fiction. Certains se demandaient si l'altitude, l'isolement ou peut-être le contact prolongé avec l'électricité n'avaient pas fini par perturber son esprit. Mais Tesla, lui, était plus convaincu que jamais. Il a rempli des carnets entiers de calculs et de théories sur la transmission d'énergie sans fil, la communication interplanétaire et l'exploitation du réseau énergétique naturel de la Terre. Il était persuadé d'être sur le point de changer le monde à nouveau, mais cette fois à l'échelle la plus grande imaginable. Puis, en décembre 1899, il écrivit à Jean-Pierre Morgan pour affirmer que son émetteur était capable d'effets plus grands que tout ce qui avait été construit auparavant, qu'il travaillait sur des découvertes qui allaient affecter l'humanité tout entière. Tesla affirmait avoir trouvé le moyen d'envoyer une énergie sans fil illimitée vers n'importe quel point du globe. Pas seulement des signaux, mais une énergie utilisable, capable d'alimenter des maisons, des machines, voire des villes entières. Pas de câbles, pas d'infrastructure, juste de l'énergie transmise à travers la Terre elle-même. Imaginez un peu les implications d'une telle chose. Un avion qui n'aurait jamais besoin de faire le plein. Une voiture qui n'aurait plus besoin de station-service. Des villes entières qui pourraient surgir en plein désert et être alimentées sans fil grâce à la Terre. En 1900, Tesla plia bagages et rentra à New York. Il était convaincu de disposer désormais des données, de la théorie et de la technologie nécessaires pour construire une version à grande échelle de son système d'énergie sans fil. Et il était prêt à passer à la phase suivante. Il quitta donc Colorado Springs. Mais ce qu'il ignorait, c'est que son prochain projet allait devenir l'un des exploits d'ingénierie les plus ambitieux jamais tentés. Un projet qui allait soit faire de lui l'homme le plus puissant du monde, soit détruire tout son héritage. Tesla était persuadé d'avoir percé le secret de l'énergie sans fil, et il était prêt à le montrer au monde entier. Mais ce genre de grandes idées a un prix, et Tesla avait besoin de sommes considérables pour concrétiser son rêve. C'est ici qu'intervient Jean-Pierre Morgan. Si vous ne le connaissez pas, sachez que c'est de lui que la célèbre banque tire son nom. C'est lui qui a fondé toute cette institution financière. On pourrait dire qu'il était l'équivalent, pour les années 1900, de ce que Jeff Bezos représente aujourd'hui. Cet homme contrôlait plus d'argent que la plupart des gouvernements, et il avait la réputation de soutenir des projets audacieux et risqués, dans les chemins de fer, l'acier, l'électricité, bref, tout ce qui était massif et pouvait transformer le monde.
Jean-Pierre Morgan voulait donc participer à cette aventure. Tesla lui présenta alors ce qui ressemblait à un plan d'affaires tout simple. Guglielmo Marconi venait tout juste d'envoyer le premier message sans fil à travers l'Atlantique, et soudain, la communication sans fil était devenue le sujet à la mode. Tesla expliqua à Morgan qu'il pouvait construire un système qui surpasserait de loin celui de Marconi. Morgan fut convaincu et engagea 150 000 $, soit environ 5 millions de dollars en monnaie actuelle, un investissement colossal, même pour l'époque. Mais Tesla ne lui avait pas tout dit. Oui, sa tour servirait à la communication sans fil, mais ce n'était qu'une couverture. Le véritable objectif de Tesla était bien plus ambitieux: transmettre gratuitement de l'énergie électrique sans fil à travers le monde entier. Tesla trouva un terrain de 200 acres à Shoreham, sur Long Island, suffisamment éloigné de la ville pour éviter les interférences, mais assez proche pour attirer l'attention. Il baptisa le site Wardenclyffe, en hommage à James Warden, l'avocat et promoteur immobilier qui possédait le terrain et le lui avait vendu. La construction débuta en 1901 et la pièce maîtresse était une tour de 187 pieds de haut, surmontée d'un immense dôme de cuivre de 68 pieds de diamètre, pesant 55 tonnes. En dessous, Tesla avait creusé un puits de 120 pieds de profondeur, doté de conduits métalliques souterrains qui s'étendaient comme les racines d'un arbre. Il était persuadé que ce système lui permettrait de puiser directement dans les courants électriques de la Terre. Tesla s'était totalement investi dans ce projet. Wardenclyffe était devenu son obsession, son grand œuvre. C'était véritablement son chef-d'œuvre. Il imaginait un monde où l'énergie serait illimitée, sans fil et gratuite. Un réseau de tours semblable à celle-ci pourrait, selon lui, alimenter la planète entière. Mais à mesure que le projet s'éternisait, Morgan commençait à s'inquiéter. Tesla demandait toujours plus d'argent, les délais ne cessaient d'être repoussés, et la fonction même de la tour changeait constamment. Au départ, il s'agissait uniquement de communication. Puis Tesla évoqua le contrôle du climat. Ensuite, la transmission d'énergie. Puis quelque chose à propos de l'utilisation de la Terre elle-même comme conducteur. Et finalement, Morgan comprit la vérité. Tesla n'était pas simplement en train de bâtir une nouvelle entreprise. Il essayait de distribuer l'électricité gratuitement. Et cela posait un sérieux problème. Morgan avait bâti tout son empire en contrôlant des industries entières. Les chemins de fer, l'acier, les services publics, c'était toute sa stratégie. Et si la tour de Tesla fonctionnait réellement, elle rendrait du jour au lendemain toutes les compagnies d'électricité obsolètes. Plus de câbles, plus de compteurs, plus de factures, seulement de l'énergie disponible partout, gratuitement. Ainsi, en 1906, Jean-Pierre Morgan coupa définitivement les fonds. Plus de financement, plus de soutien. Tesla fut anéanti. Il avait englouti dans ce projet toutes ses économies, sa réputation et des années entières de travail. Et maintenant, ce rêve s'effondrait sous ses yeux. Il passa les années suivantes à chercher désespérément de nouveaux investisseurs. Il rédigea des lettres, prépara des présentations, sollicita même des gouvernements étrangers. Bref, quiconque pourrait accepter de le soutenir. Mais la réponse était toujours la même. Pourquoi financer quelque chose qui détruirait précisément ce dont notre société et nous-mêmes tirons profit? Ainsi, en 1915, Tesla se retrouva ruiné et la tour resta inachevée. Il finit par devoir vendre le terrain pour rembourser ses dettes. Et en 1917, les nouveaux propriétaires démolirent la tour et la vendirent comme ferraille. Tesla ne s'en remit jamais vraiment. Et pour le reste de sa vie, il continua d'affirmer que cette tour aurait fonctionné. Et c'est là que les choses deviennent véritablement étranges. Après l'effondrement de Wardenclyffe, la vie de Tesla prit un tournant que beaucoup considéreraient comme franchement bizarre. L'homme jadis célébré comme un génie révolutionnaire commença à adopter des comportements qui poussèrent même ses plus fervents admirateurs à s'interroger sur son état mental. Mais voici ce qui rend Tesla si fascinant. Même dans ses années les plus étranges, il continuait à formuler des affirmations qui, si elles s'étaient révélées vraies, auraient changé le monde entier. Le premier signe que quelque chose avait basculé chez Tesla concernait sa relation avec les pigeons.
et pas dans le sens banal, comme quelqu'un qui nourrit les oiseaux sur un banc public. Tesla développa une véritable obsession pour nourrir les pigeons à travers New York, particulièrement aux abords de la grande bibliothèque publique de la ville. Il passait des heures chaque jour à se promener avec des sacs de graines, parlant aux oiseaux comme s'ils étaient de vieux amis. Mais un pigeon en particulier se distinguait des autres. Une femelle blanche aux ailes teintées de gris. Tesla affirmait l'aimer, je cite, « comme un homme aime une femme ». Si elle ne se présentait pas à leur lieu de rendez-vous habituel, il pouvait passer une journée entière à la chercher partout. Il prétendait même qu'ils communiquaient ensemble et qu'elle le comprenait mieux qu'aucun être humain n'aurait jamais pu le faire. Lorsqu'elle tomba malade, il l'amena dans sa chambre d'hôtel et la soigna jusqu'à sa guérison complète. Il construisit des perchoirs, installa des systèmes d'alimentation et veilla sur elle comme un véritable gardien. Le personnel de l'hôtel pensait que Tesla avait définitivement sombré, qu'il avait complètement perdu la raison. Mais cela lui était égal. Il déclarait que cette relation avec ce pigeon était la plus importante de toute sa vie. Même si sa vie personnelle partait à la dérive, les ambitions scientifiques de Tesla ne cessaient de grandir. Dès 1912, il commença à évoquer ce qu'il appelait un oscillateur mécanique, un dispositif capable de faire s'effondrer des bâtiments entiers en reproduisant leur fréquence naturelle de vibration. Il affirmait avoir construit de petits prototypes dans son laboratoire de Manhattan et avoir déclenché accidentellement un mini-séisme. Tesla raconta cette histoire lors d'un entretien accordé en 1935. Je cite ses propos. « J'expérimentais avec des vibrations. J'avais l'une de mes machines en marche et je voulais voir si je pouvais la synchroniser avec la vibration naturelle du bâtiment. J'augmentais l'intensité graduellement. Un bruit de craquement étrange se fit entendre. J'ai demandé à mes assistants d'où venait ce son, mais ils l'ignoraient. J'ai poussé la machine encore un peu plus fort, le craquement devint plus sonore, et je compris que je m'approchais de la fréquence de vibration propre à la structure métallique du bâtiment. J'ai encore augmenté légèrement l'intensité. Soudain, toutes les machines lourdes présentes dans la pièce se sont mises à voler dans tous les sens. J'ai saisi un marteau et j'ai détruit l'appareil. Le bâtiment se serait effondré sur nous en quelques minutes à peine. Dehors, dans la rue, c'était la panique totale. La police et les ambulances sont arrivées sur place. J'ai demandé à mes assistants de ne rien révéler. Nous avons dit à la police qu'il devait s'agir d'un tremblement de terre. C'est tout ce qu'ils ont jamais su de cette affaire. Ils prétendaient même avoir calculé le nombre exact d'oscillations nécessaires pour fendre la Terre en deux, tout en promettant qu'ils ne le feraient jamais. La plupart des scientifiques jugeaient cela totalement absurde. Mais Tesla insistait sur le fait que c'était bel et bien réel. Il proposa même une démonstration au gouvernement, mais personne n'accepta son offre. Mais l'affirmation la plus célèbre de ces dernières années de la vie de Tesla concernait la fameuse arme à faisceau de particules que la presse surnomma immédiatement le rayon de la mort. À partir du début des années 1930, Tesla se mit à raconter aux journalistes qu'il avait inventé une arme si puissante qu'elle rendrait la guerre totalement obsolète. Ce rayon mortel, disait-il, pouvait projeter un faisceau de particules sur environ 250 mètres, capable de vaporiser des avions entiers et d'anéantir des armées complètes. Il affirmait qu'elle pouvait tuer 1 million de soldats instantanément et rendre n'importe quel pays totalement invulnérable face à ses ennemis. Il présenta ce projet d'armes aux États-Unis, à la Grande-Bretagne, à l'Union soviétique, ainsi qu'à la Yougoslavie. Il rédigea même des propositions détaillées décrivant comment ce rayon de la mort pourrait former une véritable muraille de défense impénétrable autour de n'importe quelle nation. Sa logique était simple. Si chaque pays possédait ce type d'arme, personne n'oserait jamais attaquer qui que ce soit. Et le moment choisi n'était pas anodin du tout. Nous étions en 1930,
Et il faut imaginer le contexte mondial de l'époque. Hitler montait en puissance. Le Japon se renforçait chaque jour davantage. Et le monde entier se préparait à affronter une nouvelle guerre. Les populations étaient désespérées, à la recherche d'un miracle technologique qui pourrait préserver la paix. Mais il y avait un problème de taille. Tesla n'a jamais révélé comment fonctionnait réellement cette arme. Il décrivait le dispositif en termes très généraux, un faisceau de particules concentrées capable d'accélérer des particules microscopiques à des vitesses incroyables. Aujourd'hui, les physiciens modernes affirment que cette description ressemble étrangement à une arme à énergie dirigée, ce qui rend ces affirmations pour le moins intrigantes. Ces autres inventions de cette période étaient tout aussi extravagantes et tout aussi impossibles à vérifier. Il déclarait vouloir construire une caméra à pensée capable de photographier les images mentales. L'idée reposait sur le principe que le cerveau génère des motifs électriques lorsque nous pensons, et Tesla croyait pouvoir capturer et visualiser ces schémas. Il évoquait également des plans pour un moteur alimenté par les rayons cosmiques, ces particules à haute énergie venues de l'espace, qui permettraient à l'appareil de fonctionner indéfiniment. En somme, une machine à mouvement perpétuel alimentée par l'univers lui-même. Et en 1937, à 81 ans, Tesla formula peut-être l'affirmation la plus audacieuse de toute sa carrière. Il annonça avoir achevé une théorie dynamique de la gravité, une théorie qui, selon ses propres mots, viendrait démolir la théorie de la relativité d'Einstein. Tesla n'avait en effet jamais accepté les idées d'Einstein. Il jugeait la relativité bien trop complexe et croyait que l'espace était rempli d'une substance qu'il appelait l'éther. Sa théorie affirmait que la gravité résultait simplement de l'interaction de la matière avec cet éther, et non d'une véritable déformation de l'espace-temps comme le suggérait Einstein. Il promit de publier prochainement cette théorie révolutionnaire, mais il ne le fit jamais. Et après sa mort, aucune note détaillée à ce sujet ne fut jamais retrouvée. À la fin des années 1930, la majeure partie de la communauté scientifique avait fini par considérer Tesla comme un génie brisé, un échec tragique. Ses rayons de la mort, ses machines à séisme et ses inventions cosmiques ressemblaient davantage à des rêves désespérés, voire aux divagations d'un homme devenu fou, plutôt qu'à de la véritable science. Mais Tesla, lui, ne renonça jamais. Il continua d'accorder des entretiens, d'écrire des lettres, insistant sur le fait qu'un jour, le monde finirait par le rattraper. Il passa ses dernières années seul, dans une petite chambre de l'hôtel new-yorker. Il sortait parfois pour nourrir ses pigeons ou s'adresser à la presse, mais la plupart du temps, il restait enfermé, entouré de carnets remplis d'idées que personne ne parvenait à comprendre. Et le 7 janvier 1943, Tesla fut retrouvé mort dans sa chambre, à l'âge de 86 ans. Mais cela ne marquait pas la fin de son histoire. Tesla fut découvert dans la chambre numéro 3327. Et si vous vous en souvenez, Tesla était obsédé par les chiffres 3, 6 et 9, croyant fermement qu'il détenait les clés permettant de percer les secrets de l'univers tout entier. Et si vous n'êtes pas un grand mathématicien, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Rappelez-vous, la chambre portait le numéro 327. Les 2 3 donnent 6, et le 2 et le 7 donnent 9, ce qui nous donne exactement 3, 6, 9. Ou bien, vous pouvez additionner les chiffres du numéro de chambre, 3 plus 2 plus 7, ce qui donne 15, un nombre également divisible par 3. Mais voici le rebondissement le plus troublant de toute cette histoire. Quelques heures à peine après sa mort, des agents du gouvernement pénétrèrent dans sa chambre et confisquèrent absolument tous ses travaux. 80 camions, très exactement, pour transporter tout ce qui appartenait à Tesla. Et attention, ce n'était pas la police de New York, ni des officiels locaux qui ont mené cette opération, mais le Bureau des biens étrangers. C'était une agence créée pendant la guerre,
chargé de saisir les biens des ressortissants de nations ennemies. Mais voici le détail troublant. Tesla était citoyen naturalisé depuis 1891. Il n'était absolument pas un étranger au sens légal du terme. Techniquement, ce bureau des biens étrangers n'avait aucune juridiction sur son cas. Pourtant, ils ont tout emporté, et personne n'a rien fait pour les en empêcher. Pendant des décennies, Tesla avait multiplié les déclarations de plus en plus extravagantes. Rayon de la mort, machine à séisme, transmission d'énergie sans fil, et ainsi de suite. La plupart des scientifiques de l'époque considéraient tout cela comme pure fantaisie. Alors, si ce n'était vraiment que ça, pourquoi le gouvernement était-il si pressé de mettre la main sur ses affaires au point de contourner la loi pour y parvenir? Et l'histoire devient encore plus étrange. Le gouvernement a fait appel à un spécialiste pour examiner tous ces documents, un certain docteur John Trump, physicien respecté du Massachusetts Institute of Technology. Et oui, c'est bien l'oncle de Donald Trump. C'était un expert reconnu en radiation à haute tension et en technologie des rayons X. Si quelqu'un pouvait déterminer si les inventions de Tesla étaient sérieuses, c'était bien lui. Le docteur Trump a passé 2 jours entiers à éplucher les archives de Tesla. Publiquement, il les a balayées d'un revers de main. Simple spéculation, réflexion philosophique, matériel promotionnel, rien de concret. Mais les adeptes des théories du complot pensent qu'il s'est passé autre chose en coulisses. Selon eux, caché parmi les pages griffonnées de Tesla, se trouvait un plan, peut-être celui d'une machine à voyager dans le temps, un appareil capable d'exploiter les fréquences de résonance et les ondes électromagnétiques pour manipuler l'espace et le temps. Et au lieu de ranger ce projet dans un tiroir, le docteur Trump l'aurait, selon cette théorie, effectivement construit. Je précise bien que ceci reste une théorie circulant chez les passionnés de complot. Dans les années 1890, des décennies avant que Donald Trump ne devienne président, un certain Ingersoll Lockwood a écrit 2 livres assez confidentiels. Le premier s'intitulait « Voyages et aventures du petit baron Trump » et le second « Le dernier président ». Dans ces récits, un jeune garçon nommé Baron Trump est guidé par un mentor prénommé Don. Ils vivent à New York et découvrent un portail temporel secret caché sous sa demeure, le château Trump. Le garçon s'en sert pour voyager à travers le temps et l'espace, rencontrant des civilisations futures marquées par le chaos et les troubles politiques. Maintenant, avançons jusqu'à aujourd'hui. Donald Trump devient président. Son plus jeune fils s'appelle Barron. Il vit à New York. Il est discret, étonnamment intelligent et semble posséder des connaissances qui dépassent son âge. Certains vont même jusqu'à croire qu'il serait ce fameux voyageur temporel, celui que le docteur John Trump aurait aidé à envoyer à travers les époques grâce à la technologie de Tesla. Bien sûr, tout cela est complètement délirant. Je ne sais même pas comment on pourrait vérifier une telle chose. C'est purement une théorie du complot, mais elle existe, et je trouvais important de la mentionner. En revanche, concernant le fameux rayon de la mort, certains ont sérieusement spéculé qu'il pourrait bien être réel. À la base aérienne de Wright-Patterson, un général de brigade du nom de LC, un pilote de chasse pionnier et expert en technologie militaire, a examiné le faisceau de particules de Tesla et est arrivé à une conclusion totalement opposée à celle du docteur Trump. Il pensait qu'il y avait quelque chose de sérieux là-dedans, que ce rayon de la mort pourrait effectivement fonctionner. Nous nous retrouvons donc avec 2 branches du gouvernement américain examinant exactement les mêmes documents. L'une affirme que les idées de Tesla n'étaient que du vent, sans aucun fondement, juste de la promotion et de la philosophie. L'autre pense qu'il pourrait y avoir des éléments parfaitement légitimes dans ce travail. On est loin d'un consensus scientifique clair. Puis arrive la publication de documents du Bureau fédéral d'investigation en 2016, environ 250 pages de fichiers concernant Tesla, déclassifiés grâce à la loi sur la liberté d'information. Et les détails qu'on y trouve sont particulièrement intéressants. Un document révèle que le vice-président Henry Wallace, numéro 2 de Roosevelt, avait été personnellement briefé sur les travaux de Tesla, pas seulement sur le rayon de la mort, mais aussi sur la transmission d'énergie sans fil. Or, ce n'est pas le genre de sujet sur lequel on informe un vice-président si l'on ne pense pas qu'il y a quelque chose d'important en jeu. Encore une fois, officiellement, tout cela n'était que les divagations d'un vieil homme, mais voilà que le vice-président lui-même en était informé. D'autres documents révèlent que le Bureau fédéral d'investigation surveillait de près Sava Kosanovic, le neveu de Tesla,
qui était aussi ambassadeur de Yougoslavie aux États-Unis. Les autorités craignaient qu'il ne fasse passer clandestinement la technologie de Tesla vers des nations ennemies, et avaient même envisagé de l'arrêter pour empêcher cela. Alors on doit se poser la question, pourquoi le gouvernement américain se serait-il inquiété que des nations ennemies mettent la main sur les inventions de Tesla, à moins qu'ils ne pensent réellement que ces inventions pouvaient fonctionner? Et puis il y a ce mystérieux prototype du rayon de la mort. Selon les dossiers du Bureau fédéral d'investigation, Tesla aurait entreposé ce qu'il présentait comme un appareil fonctionnel dans un autre coffre. Il avait laissé une note précisant que l'objet valait 10 000 $ et qu'il exploserait si on l'ouvrait de manière incorrecte. Quand les agents gouvernementaux ont finalement forcé le coffre, ils n'y ont trouvé qu'un amas de pièces électriques, résistance, condensateur, rien de spécial, juste des composants ordinaires qu'on pourrait trouver aujourd'hui dans n'importe quel magasin d'électronique. Alors, Tesla bluffait-il? Jouait-il un tour à tout le monde? Ou bien cette boîte était-elle un leurre, exactement ce qu'il voulait qu'on découvre? Parce que Tesla, surtout à la fin de sa vie, était devenu extrêmement paranoïaque. Il savait que des gens en voulaient à ses idées. Il avait passé sa vie entière à regarder d'autres s'approprier son travail, que ce soit Edison, peut-être Marconi, et qui sait combien d'autres encore avaient pillé les recherches de Tesla. Aurait-il vraiment laissé un authentique rayon de la mort dans le placard d'un hôtel? Peut-être que les véritables prototypes sont cachés quelque part. Peut-être ont-ils été confiés à quelqu'un. Ou peut-être n'ont-ils jamais existé du tout. Ou alors, peut-être que l'esprit de Tesla, tout comme son moteur à courant alternatif, fonctionnait tellement en avance sur son époque que personne n'a vraiment compris ce qu'il avait laissé derrière lui. Il faut aussi noter que les travaux les plus importants de Tesla, comme son moteur à courant alternatif, existaient sous forme de plans mentaux détaillés bien avant qu'il ne les construise physiquement. Il n'avait pas toujours besoin de prototypes matériels pour prouver la validité de ses idées. Et peut-être que le rayon de la mort suivait le même principe, un concept complet sur le papier sans jamais devenir un objet physique. En 1952, après des années de bataille juridique, la plupart des papiers restants de Tesla ont été envoyés à Belgrade, en Yougoslavie, où ils sont aujourd'hui conservés au musée Nikola Tesla. Mais tout n'a pas traversé l'océan. Seulement 60 des 80 malles ont été renvoyés, tandis que 20 malles de documents de Tesla sont restés entre les mains du gouvernement américain, et à ce jour, elles demeurent encore classifiées. Quelle menace des documents datant des années 1940 pourraient-ils bien représenter pour la sécurité nationale en 2025? À moins, bien sûr, que ces idées n'aient pas été de la simple fantaisie. L'armée américaine a fini par développer des armes à énergie dirigée, des lasers, des faisceaux à micro-ondes, même des prototypes d'armes à particules. L'initiative de défense stratégique de Reagan dans les années 1980, surnommée la guerre des étoiles, s'inspirait en quelque sorte de la vision originelle de Tesla, simplement transposée à l'échelle de l'espace. Les systèmes modernes de défense laser qui abattent des drones, c'est un peu le rayon de la mort de Tesla version 21e siècle. Peut-être qu'il n'était pas fou. Peut-être était-il simplement en avance sur son temps. La vérité, c'est qu'on ne saura probablement jamais exactement ce que Tesla avait découvert, ni ce que le gouvernement a réellement trouvé dans cette chambre d'hôtel. Ce que l'on sait, c'est que le gouvernement n'a pas traité la mort de Tesla comme un événement insignifiant. Ils ont agi vite, ils ont enfreint la loi, ils ont tout saisi. Et une partie de ces documents n'a encore jamais vu le jour. L'homme qui a bouleversé le monde grâce à l'électricité a peut-être laissé derrière lui quelque chose d'encore plus puissant. Et quoi que ce fût, cela a suffisamment effrayé beaucoup de monde pour que tout reste soigneusement verrouillé, hors de portée. Et voilà, mesdames et messieurs, la vie et les inventions de Nikola Tesla. Franchement, je trouve ce personnage absolument fascinant. Vraiment, je trouve l'ensemble de son travail impressionnant, à tout point de vue. Même si on met de côté toute la dimension complot pendant une seconde, il y a quelque chose de fascinant dans cette trajectoire.
Un gamin venu d'Europe de l'Est qui, petit à petit, gravit les échelons, qui se moque complètement de l'argent, qui mène une existence presque monacale, une vie d'ascète, et qui incarne ce génie torturé, incompris de tous, mais qui finit par changer le monde. C'est une histoire absolument captivante, et je pense que tout le monde, moi y compris, peut s'identifier à ça. Franchement, j'aimerais être Nikola Tesla. Malheureusement, je suis plutôt bête, et personne ne pense que je cache un génie en moi. Mais Tesla, lui, c'était le vrai deal, un génie secret, authentique. Il s'est fait avoir par plein de gens autour de lui, mais il s'en fichait, il continuait d'avancer, coûte que coûte. Et là, si on ajoute la dimension complotiste, c'est trop beau pour être vrai. Franchement, c'est dingue, non ? Quelles étaient les chances que ce soit justement l'oncle de Donald Trump qui mette la main sur les dossiers de Tesla après sa mort ? D'ailleurs, encore aujourd'hui, il semblerait qu'il soit toujours en possession d'une partie de ces documents. C'est complètement fou. Et le fait qu'il existe un livre entier qui parle de John George Trump, de cette histoire de dossiers confisqués, tout ça, c'est juste hallucinant. Alors vous en pensez quoi, vous ? Vous aviez déjà entendu parler de cette histoire ? Est-ce que vous pensez que le fait que l'oncle de Trump ait eu accès aux archives de Tesla, c'est une simple coïncidence ? Est-ce que vous croyez à ces histoires d'armes à énergie dirigée, de rayons de la mort, de machines capables de provoquer des tremblements de terre ? Est-ce qu'il y a vraiment eu des prototypes qui fonctionnaient ? Est-ce que Tesla était sur le point de rendre l'électricité accessible gratuitement à tout le monde et que les puissants de l'époque ont pris peur ? Ou alors, est-ce que c'était juste un génie qui a fini par perdre pied, devenir trop ambitieux, avec trop d'argent pour financer ses propres délires, et que finalement, toutes ces inventions de la fin de sa vie ne voulaient rien dire, que c'était simplement les élucubrations d'un homme devenu fou ? Je ne sais pas trop. On peut faire un parallèle avec des figures plus contemporaines, non ? Je pense par exemple à Kanye West, un musicien génial à ses débuts qui, plus tard dans sa carrière, commence à avoir des idées pour le moins controversées. Je pense que la plupart des gens regardent Kanye et se disent « Ouais, à l'époque il faisait des trucs incroyables, mais aujourd'hui c'est plus compliqué à dire. » Moi-même, je ne sais pas si j'accroche encore autant à Kanye qu'avant. Est-ce que Tesla, c'était pareil ? Toutes ces choses brillantes au début de sa carrière, puis, en vieillissant, il aurait sombré peu à peu ? Je ne sais pas. Une partie de moi aime croire que, caché dans ces fameux dossiers, il y a des informations secrètes. Mais en même temps, j'ai du mal à imaginer qu'une technologie datant de 1940 puisse encore avoir une quelconque valeur aujourd'hui. J'imagine que tout a fini par être révélé, d'une manière ou d'une autre. Que ce soit exploité dans le cadre d'opérations militaires ou non, j'ai tendance à penser que, de toute façon, tout ça a fini par sortir au grand jour.